Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue ou bon retour sur la chaîne Aka Lingo Story. Je m'appelle Anthony Ketela, j'ai 36 ans, je viens du Haut-Rhin en Alsace et j'ai une grande passion pour l'histoire et les langues, d'où cette chaîne, hein, dont vous voyez le sous-titre La magie des langues. Donc effectivement, les langues sont plus interconnectées et elles sont plus en lien les unes avec les autres qu'on le pense de prime abord. Et on verra que les langues, comme les peuples qui les parlaient, eh bien, ils ont voyagé et donc c'est que ce soit l'histoire ou les langues, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Euh, dans cette chaîne, je m'attacherai à vous présenter plutôt des faits, des langues, surtout indo-européennes, comme on va le voir, ce qui est l'objet de cette vidéo, hein, sur les langues indo-européennes et les langues germaniques, hein. C'est une introduction. Je vais vous présenter quelques généralités. Et donc, on va se concentrer sur ces langues-là et on verra que elles ont plusieurs familles qui en fait sont plus reliées les unes aux autres qu'on le pense. Alors, si vous voulez découvrir mon univers original, particulier, vivre le monde en version originale, hein, ce que pourrait être une autre devise, c'est n'hésitez pas à consulter mon blog laplumedanthony.fr où vous aurez pas mal de contenus, notamment linguistiques ou littéraires, qui font partie de mon univers. Donc cette petite introduction faite, je vous propose de commencer la vidéo du jour, donc sur les langues indo-européennes, et on va présenter les langues germaniques. Cette série de vidéos se fera sur les langues indo-européennes et donc les langues germaniques pour en fait commencer, préparer en guise d'introduction à la langue anglaise. Donc comme on peut le voir sur la vidéo, enfin sur l'écran, il y a plusieurs familles de langues dans le monde et les langues indo-européennes donc ne sont pas la seule famille de langues dans le monde. Donc on a une carte linguistique du monde et vous voyez que on a plein de familles, comme on peut le voir sur la gauche. Et donc évidemment, nous, on va s'attarder sur tout ce qui est en vert clair, c'est-à-dire les langues indo-européennes. Donc les langues indo-européennes, hein, comme on le voit sur l'image, comme son nom l'indique, elles viennent d'Inde, elles venaient d'Inde et elles ont traversé, hein, une bonne partie de l'Asie occidentale, ce qu'on appelle aussi parfois le Moyen-Orient, jusqu'à nos contrées européennes. Donc, elles comprennent toutes les langues européennes, qui va être le centre des vidéos à venir, hein, le plus gros, si vous voulez.
de cette chaîne. Et donc, on va s'attarder sur ces langues-là. Alors, on peut voir que donc dans cette dans cette famille des langues indo-européennes, eh bien, on partait d'Inde avec les langues, ce qu'on appelle les langues indo-aryennes, puis tout ce qui est ici dans l'Iran actuel, le perse, et puis euh, d'autres langues, l'arménien par exemple, par ici, le grec, et donc les langues européennes que nous connaissons aujourd'hui, l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, le roumain, le suédois, le danois, l'allemand, le néerlandais et plein d'autres langues slaves comme le russe, le polonais par exemple. Alors on voit que géographiquement, le vert clair est proéminent, hein, il est assez étendu, notamment si on prend aux Amériques, eh bien, ça c'est le résultat de la colonisation européenne suite aux grandes découvertes après 1492. Donc le Canada, par exemple, donc qui a comme langue officielle aujourd'hui l'anglais et le français, donc deux langues européennes, l'une germanique, l'autre romane ou latine. On a les États-Unis juste en dessous, donc qui ont choisi de garder la langue anglaise et les nombreuses institutions euh, de leur ancienne métropole, le Royaume-Uni, mais de devenir indépendant il y a plus de 250 ans euh, par la déclaration d'indépendance à Philadelphie le 4 juillet 1776. Alors on verra quand on abordera la langue anglaise que c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt un dialecte, une variante, que une langue à part entière. Malheureusement, elle est en train de grignoter l'anglais britannique, enfin l'anglais standard, hein, ce qu'on appelle parfois le RP English pour Received Pronunciation English, donc la prononciation reçue dans le sens accepté. On parle aussi par exemple, pour l'anglais officiel de Queen's English, l'anglais de la reine, de la reine. Donc ensuite, eh bien, pratiquement du Mexique jusqu'au sud du continent sud-américain, du continent américain, on va avoir donc des pays hispanophones, hein, donc résultant de la conquête espagnole au XVIe siècle. À part, évidemment, le Brésil qui était une colonie portugaise. Mais l'Espagne et le Portugal, donc l'espagnol et le portugais, restent des langues indo-européennes. On peut voir aussi qu'il y a du vert aussi dans le sud de l'Afrique, dans l'Afrique du Sud actuelle et au sud de l'Australie. C'est tout simplement parce que ce sont des anciennes colonies européennes ou britanniques. L'Afrique du Sud a été d'abord une colonie néerlandaise, donc d'où les noms des villes à caractère néerlandais comme Kapstadt, le Cap, aujourd'hui Cape Town. Vous avez Johannesburg, la ville de Jean, et Johannesburg en anglais. Et enfin, vous avez par exemple une ville comme Bloemfontein, qui veut dire donc la fontaine fleurie en néerlandais. Donc ça rappelle hein, l'héritage néerlandais
auquel s'est substitué, hein, par la conquête, l'héritage britannique, d'où le fait que l'anglais est une des langues officielles de l'Afrique du Sud. Et pour l'Australie, hein, c'est pareil, et la Nouvelle-Zélande, ce sont des anciennes colonies britanniques qui font partie, comme vous le savez, de ce qu'on appelle le Commonwealth, donc la richesse commune, littéralement, hein. Donc des pays qui ont leur propre gouvernement, mais qui ont comme chef d'État le roi d'Angleterre, aujourd'hui Charles III. Alors, ce ne sont pas que les seules langues, hein. Vous voyez que les langues indo-européennes, c'est une famille de langues parmi d'autres, hein. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'on parle dans le monde plus de 7000 langues, donc vous voyez qu'une langue d'une famille ou d'une sous-famille d'une grande famille de langues à l'échelle mondiale, ça reste une goutte d'eau dans un océan, comme on dirait. Alors par exemple, en Europe, vous voyez que tout n'est pas vert clair. Il y a du vert foncé au niveau de la Hongrie, de la Finlande et de l'Estonie. Eh bien, ces langues-là font partie d'une autre famille de langues qui s'appelle la famille ouralienne, ouralique. Donc, il y a beaucoup plus de similitudes entre le hongrois, le finnois et l'estonien qu'avec d'autres langues européennes. C'est pas du tout la même famille de langues. Alors j'en profite et je mettrai le lien en description. Il y a une très bonne chaîne que je vous recommande si vous voulez par thématique voir un thème, par exemple la nourriture ou les animaux, etc., par langue. Donc on vous projette la carte de l'Europe et il y a des couleurs pour chaque famille, germanique, latine, celte, balte, slave. Donc c'est assez interactif, ça s'appelle Apollo X ou 10. Donc, sur cette chaîne, hein, on peut voir que systématiquement, enfin souvent, par exemple, le mot estonien et le mot finlandais, c'est pratiquement le même. Autre catégorie de langues, au sud de l'Europe, on a les langues afro-asiatiques que vous avez ici en jaune. Donc, vous voyez que les langues n'ont pas de frontières et pas de frontières géopolitiques ou politiques, hein. Donc, les langues afro-asiatiques, elles s'étendent, on va dire, du sud du Maroc jusqu'à la Corne d'Afrique et débordent largement sur la péninsule arabique, hein, par exemple. Et vous avez d'autres langues au sud du Sahara, hein, que vous voyez en orange foncé ici, qui prend une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud ou orientale. Alors si on regarde un peu plus vers l'Est, on constate que au milieu, hein, au-dessous de, au-dessous de la Russie, eh bien vous avez par exemple toutes les langues turques, parce que aussi bizarre que ça peut sembler, les langues turques viennent d'Asie centrale, hein. Les populations turcophones, pardon, sont au départ venues d'Asie centrale et si aujourd'hui on pense que la Turquie est la seule pays où on parle le turc, eh ben non, si on regarde dans l'histoire, c'était plutôt celui qui est venu en dernier, hein, puisqu'on parle
de ce noyau-là autour du bien nommé Turkménistan. On retrouve le mot turc, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Et ces populations, elles sont venues vers l'ouest, dans l'actuelle Turquie. Si on prend l'extrême orient, ou en tout cas l'Asie, par exemple la Chine, le Japon, alors on constate que, vous voyez en rouge, au niveau de la Chine, on a ce qu'on appelle une autre famille, la famille des langues sino-tibétaines. Alors encore une fois, hein, la linguistique et l'histoire s'affranchissent un peu de la politique parce que aujourd'hui, si un représentant occidental va voir le Dalai Lama ou plaide la cause du Tibet, ça va irriter le régime chinois. Il serait bien embêté de savoir que dans les langues, de manière très factuelle, eh bien, Mm. les langues tibétaines et les langues chinoises font partie du même groupe linguistique. Donc, ce qui rend un peu les querelles linguistiques ou nationales un peu vaines de ce point de vue-là. Ensuite, eh bien, en bleu turquoise, on a plutôt les langues japoniques. Donc, c'est plutôt en grande partie le japonais, mais vous le savez peut-être, avant les Japonais, il y avait aussi des populations autochtones, notamment au nord du Japon, hein, sur la quatrième île, Hokkaido. On avait la population, par exemple, des Ainu. Et l'Ainu et le japonais, c'est un peu différent. Et donc, enfin, on a euh, au sud, au sud-est de l'Asie, hein, au niveau de la Malaisie, Bornéo, les Philippines, l'Indonésie, etc., qu'on appelle les langues austronésiennes. Et enfin, on a, vous le voyez en violet, l'équivalent de là on est en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et donc on a les langues, on a aussi des langues liées au papou, la langue papou. Donc voilà une richesse linguistique très importante dans le monde actuel et dont les langues indo-européennes, en tout cas la famille des langues indo-européennes, est juste une petite partie. Alors, au niveau de ces langues indo-européennes, si on va plus près, hein, si on recentre la carte sur ces langues-là, on remarque que, évidemment, tout ça venait d'Inde, donc il y a une partie plutôt, on va dire, asiatique, avec donc au départ les langues indo-auriennes. Donc les Aryens, c'était une population qui venait donc plutôt d'Inde et rien à voir avec la tentative du régime nazi d'Adolf Hitler de faire des Aryens euh, des grands blonds aux yeux bleus. Il a plutôt demandé à Himmler de faire une sorte de voyage découverte en Scandinavie et le régime totalitaire nazi a plus pris les Scandinaves, les grands blonds scandinaves, ils ne le sont pas tous, euh, pour ce modèle de la race aryenne, parce que si on prend les vrais Aryens, ils viennent d'Inde et donc euh, ils sont beaucoup plus foncés de peau. Donc c'est juste un contre-pied et une ironie, pardon, magistrale. Donc on voit que
le français qui fait partie des langues latines avec l'espagnol, le portugais, l'italien ou encore le roumain, est familièrement, en tout cas dans la même famille linguistique que l'allemand, que l'espagnol, euh, que l'allemand, pardon, que le suédois, que le norvégien, que les langues celtiques, que les langues slaves, etc., que le grec. Et il y a des mots communs entre l'arménien, le persan, hein, que vous voyez à l'écran ici, iranien. Oui, on est en Iran, mais on parlera plutôt de persan, en fait. Donc, ça a une racine commune, et donc, puisque ces populations, hein, sont venues, on estime, en Europe, quelque part sur les bords de la mer Noire, d'après ce que j'ai pu lire, il y a 3000 ans. Et donc ici, vous avez une carte qui vous présente ces langues-là, enfin, les familles de langues indo-européennes en 500 de notre ère, ou AD en anglais pour Anno Domini, l'année du Seigneur. Donc nous on va se concentrer, hein, sur la partie européenne, parce que je maîtrise beaucoup mieux ces langues-là que le persan ou l'indien, hein, pas l'hindi, pardon, ou l'ourdou, la langue du Pakistan. Donc on va se concentrer en premier lieu, hein, je vais vous présenter durant cette vidéo aussi les langues germaniques, puis les langues latines, puis les langues celtiques, et enfin on ira du côté des langues slaves ou balto-slaviques. Et on terminera certainement par le grec et l'arménien. En tout cas, pour les premiers temps sur cette chaîne, après, au gré des envies, de vos envies, euh, je ferai peut-être, pardon, des vidéos sur la partie un peu plus iranienne, hindoue, arménienne, etc. Alors voici l'arbre des langues indo-européennes. Donc, si on exclut les langues indo-iraniennes, hein, vous voyez, il y a l'hindi pour l'Inde, l'ourdou pour le Pakistan, le persan, le farsi pour l'Iran, le kurde ou encore l'afghan. Eh bien, vous voyez que on a quatre grandes familles, on va dire, les langues germaniques. Ça va être l'objet de notre attention euh, tout au début de ce cycle. Donc, on a bien sûr l'allemand, on a le néerlandais, les langues scandinaves et nordiques avec le suédois, le danois, l'islandais, le norvégien. On parlera aussi de leur langue mère, le vieux norrois. En parlant du néerlandais, on fera une vidéo, enfin, on parlera forcément de l'afrikaans, qui est une version parlée par les esclaves africains ou les domestiques africains sous les colons néerlandais. Voilà. Et donc la première langue germanique, hein, après cette vidéo, ce sera l'anglais. Ça se fera en plusieurs parties. Ensuite, on parlera des langues romanes. Alors, pour finir sur les langues germaniques, je finirai sur une langue qui n'existe plus, qui s'appelle le gothique, parce que les Visigoths, qui viennent des Visigoths et des Ostrogoths, ont dominé, par exemple, pour les Visigoths, l'Espagne avant la conquête de 761, 711, pardon. Donc, voilà. Et donc, on verra l'influence aussi des langues germaniques dans les pays latins et vice-versa.
Donc les langues romanes, vous le savez, hein, c'est la famille de langues dont fait partie le français, le portugais, l'espagnol, castillan, l'occitan, l'italien, le catalan, le roumain et tous leurs dérivés. Ensuite, on parlera des langues celtes, donc qui sont présentes plutôt, si on regarde la carte précédente, ce sera plutôt le gaélique irlandais, écossais, le gallois et donc le cornique ou le cornish en anglais, c'est-à-dire le dialecte ou la langue euh, d'origine bretonne dans le sens historique du terme, c'est-à-dire celtique, donc parlé en Cornouailles en français, Cornwall en anglais, et bien sûr, il y a d'autres Celtes au 5e siècle, comme on le verra, après la poussée des Angles, des Saxons et des Jutes, qui ont donné l'Angleterre, eh bien, ces populations celtiques, elles vont euh, donner naissance à la Bretagne, dans le sens de la région française, qui s'appelait, hein, comme vous le savez, comme dans Astérix, à l'époque, l'Armorique, du breton justement, hein, du celte, Armor, donc la mer, le pays de la mer. Et enfin, donc, on s'attardera sur les langues baltes comme le letton, le lituanien, mais surtout les langues slaves, hein, puisque moi je parle russe, enfin j'ai appris le russe, je connais un peu de polonais pour faire la comparaison, et j'ai déjà vu des vidéos, notamment cette chaîne dont je vous ai parlé, Apprendis, on voit très bien la proximité pour un même mot entre le slovène, le slovaque, le, le tchèque, le polonais, le russe, l'ukrainien ou le biélorusse, cette proximité, ou encore le serbe, cette proximité, pardon, linguistique. Et un peu à part, on abordera le grec, éventuellement l'albanais et l'arménien également. Alors, toutes ces langues-là, elles ont elles ont tout simplement un ancêtre qu'on appelle le proto-indo-européen, PIE, qui est tout simplement l'ancêtre de toutes les langues indo-européennes, donc les langues européennes d'aujourd'hui. Le terme proto en linguistique vient du grec protos qui signifie premier, et donc en fait c'est la toute première forme, euh, la, vraiment la base, la racine de toutes nos langues, eh bien elle dérive de cette langue unique. Alors le terme proto signifie premier, vous indique aussi qu'elles ont été, que c'est des langues qu'on a reconstituées à partir des langues qu'on a aujourd'hui. Parce que la plupart remontent au moins au premier voire au deuxième millénaire. Ça peut remonter, comme vous le voyez, jusqu'à 2500 avant Jésus-Christ, ou avant notre ère. Certains linguistes vont même jusqu'à 7000 ans avant notre ère. Voilà, et donc elles ont donné donc en Europe, par exemple, le proto-italique pour les langues romanes, le proto-celtique pour les langues celtes, le proto-germanique pour les langues germaniques et le proto-slave pour les langues slaves. Donc généralement, tout ce qui est proto, c'est souvent une langue qui a été parlée dans ces familles de langues avant, on va dire, entre maximum entre 200 et 500 euh, après Jésus-Christ.
Donc, toutes les langues, hein, de l'Inde à l'Europe, ont cette racine commune qui donc se retrouve dans les mots français, anglais, allemand, espagnol, italien, russe, polonais ou encore euh, indien, enfin hindou, persan, etc. Alors justement, comme on parle de famille de langues, ce qui est intéressant, c'est que tout ça, euh, quand vous faites euh, la recherche de votre famille, hein, pour remonter le plus loin possible, vous faites un arbre généalogique. Et l'image de l'arbre, elle est très pertinente parce que on se rend compte que une langue, eh bien, elle a des racines beaucoup plus insoupçonnées et qui va beaucoup plus loin qu'on le pense. Et exemple parfait avec ce que vous avez à l'écran. Là, j'ai trouvé sur Internet la reconstitution de l'arbre généalogique, si on veut, du mot mère. Donc, ça viendrait du proto-indo-européen meter ou merter. Donc, si on se concentre seulement sur les langues européennes, qui sont plutôt à gauche, eh bien, par exemple, on reconnaît dans les langues germaniques, ça va donner le proto-germanique moeder ou moeder, qu'on retrouve en néerlandais, hein, moeder, euh, mais également qui est très proche du vieux norrois, donc la vieille langue nordique parlée entre le 8e à peu près le 14e siècle, Mudir, donc qui a donné Moeder ou Moder, qui s'est contracté dans les langues nordiques en Mor pour le danois et Mur pour le norvégien et le suédois. En fait, si vous voulez, père, mère et frère dans les langues scandinaves ont une forme plus longue, Bruder avec un O, Mutter et Vater, mais ça a donné en abrégé Far, Mur et Bror, ou Bror à la danoise. On reconnaît l'allemand, bien sûr, qui dit langue germanique, on pense plutôt à l'allemand Mutter, et donc l'anglais, bien sûr, aussi, Mother, qui est influencé, hein, par les autres langues germaniques. Mais si vous regardez un peu plus en dessous, on a les langues celtes, et bien dans les langues celtes, on a toujours ce, ce schéma, hein, ces trois lettres, le M, le D ou le T et un R. Après, il y a une voyelle qui change, mais on a matir en vieil irlandais, donc mater, mater, par exemple, et dans les langues latines, le meter a donné mater, qui a donné madre en espagnol et en italien, puis mère en français. Et on voit que en grec, c'est mitera, qu'on retrouve par exemple chez des souverains de l'époque post-Alexandre le Grand, dans l'Égypte, on appelle l'Agide, où le nom des souverains s'appelait Philométor, Philopator, qui aime son père, qui aime sa mère, où on a aussi, par exemple, euh, une des reines les plus connues, hein, la dernière d'Égypte, Cléopâtre, ça vient de Pata, si, le père, qui vient de l'indo-européen, Père-Terre. Donc, on pourrait faire euh, le même arbre généalogique, donc pour le père. Et même si je ne connais pas les autres langues, euh,
par exemple l'iranien, l'hindou, l'ourdou. Bah, si vous regardez, on a en bengali, ça se dit ma, hein. Ça peut être une contraction, par exemple, de l'italien mama. Vous voyez, on a des racines entre le bengali qui se trouve de l'autre côté de la planète et l'italien qui se trouve à côté de chez nous. Euh, Par exemple, on a aussi ma en ourdou, donc la langue officielle du Pakistan. On a le kurdish en anglais ou le kurde, mak, madar, hein, trop très proche de moudir, modar. Encore une fois, hein, c'est très proche en persan. Et dans les langues slaves, on a plutôt mat. Donc, par exemple, en russe, on a mać, matka en polonais, mati en, en ukrainien, ou encore dans les langues baltes, vous voyez, en letton ou en lituanien, on a mate ou mote. Donc, vous voyez que le discours, un peu, on n'a rien à voir avec ces pays-là, par exemple, linguistiquement, est contestable. Les langues, on a beaucoup plus de racines linguistiques communes et donc on a souvent, euh, donc l'indo-européen est souvent présent sous cette forme et on peut remonter même à une racine beaucoup plus petite, souvent de trois lettres, etc. Donc je vais maintenant vous donner quelques exemples de mots qui, a priori, notamment dans les langues germaniques et latines, qui a priori n'ont rien à voir entre eux, mais qui pourtant, eh ben, on a la même racine et viennent du même mot. Si on prend par exemple le mot pied que vous avez à l'écran, bien a priori rien à voir entre le pied en français ou en espagnol, ou piedi en italien et foot ou Fuß en allemand. Eh bien, que nenni, figurez-vous que, effectivement, la racine indo-européenne, donc vraiment au plus loin qu'on puisse remonter, hein, recréer, eh bien, c'est pods. Pods, on reconnaît podos en grec, d'où un podologue en français, donc celui qui euh, analyse littéralement, celui qui fait le spécialiste du logos, le discours, le spécialiste des pieds, hein, si on veut traduire. Et donc, ça a donné le latin pedem, d'où l'italien piedi, le vieux français pied, qui est la même intonation que l'espagnol pied. Et donc, on retrouve euh, en français, on trouve les mots dans le même champ lexical, pied, pédestre, piédestal, piéton, piétaille, podologue, comme je le disais, hein, toujours avec ce D originaire de d'abord du latin, du grec et donc dans les langues germaniques, vous avez vu rapidement, c'est le mot "fox" euh, en proto-germanique, puis en proto-germanique "foot" qui a donné donc euh, le mot, enfin "fot" qui a donné, par exemple, en vieil anglais "fot" avant que ça devienne l'anglais "foot". Euh, on a la même prononciation pour le suédois et le norvégien, "foot", Fod en danois et donc Fuß par exemple en allemand ou Fuot en vieil allemand. Vieux haut allemand. Althohl. Si je prends par exemple le mot savoir, vous voyez que la racine, euh, aussi loin qu'on a pu remonter, que les linguistes ont pu remonter, c'est
gne ou gno. On retrouve dans le grec gnosis et dans le latin, par exemple, ignobilis, qui a donné le français ignoble, mais aussi ignorere, ignorer, ignorant, ignorant, euh, dans son importation anglaise, par exemple. Donc, voilà. Donc, le préfixe i, c'est bien sûr qui ne sait pas. Enfin, c'est négatif, donc ignorer, ça veut dire ne pas savoir. On a le gno aussi dans cognoscere en latin, qui a donné tout simplement, hein, parce que l'italien, c'est souvent du latin un peu plus joli, embelli. Donc cognoscere en latin a donné conoscere en italien, puis conocer, on a conocer en espagnol, on a également conocer en portugais. Et en vieux français, on retrouve le noi, no, non, conoistre, qui a donné connaître, ou connoisseur, ou connaisseur, qui est un mot du vieux français qui a été importé après 1066, comme on le verra, parmi la masse de mots du vieux français en Angleterre. Et donc aujourd'hui, en anglais, par le français, on a des mots latins comme to ignore, donc ignorer, pardon, ignorere en latin, ignorant, connoisseur, etc. Et donc, connoistre a donné le français connaître, connaissance, etc. Connoisseur, connaisseur. De l'autre côté, côté germanique, on voit que la racine, c'est kneana, kneana. Alors, je suis pas encore assez avancé pour détailler et bien connaître ces langues, ces proto-langues, comme on dit. Donc, ça viendra certainement un peu plus tard dans le cycle des vidéos, tout simplement pour euh, mieux connaître et apporter plus de détails. Là, je vous esquisse des généralités. Donc, le proto-germanique a donné le proto-germanique occidental, proto-west germanic en anglais, Knarren. On retrouve ça dans le vieux allemand, qui est l'ancêtre du haut allemand, ou Hochdeutsch, donc l'allemand standard. Knajan, Knaan, Knaan, donc soit avec un K ou un C. On retrouve ça dans le norrois, donc la vieille langue scandinave, Kna. En vieil anglais, on avait Knavan, Kneovan, qui a donné ensuite en moyen anglais Knawen, Knawen, et ensuite avec euh, le changement de prononciation, comme on verra dans la langue anglaise, le K va s'effacer et donc ça va donner l'anglais actuel, to know, ou encore dans la même famille, knowledge, qui veut dire tout simplement savoir ou connaissance. On a bien sûr l'allemand ou le néerlandais, hein, ce qu'on verra après la langue anglaise. On fera une vidéo sur le néerlandais et sur l'allemand qui sont très proches. Donc l'allemand et le néerlandais kennen, donc c'est tout simplement connaître, hein. Quand vous apprenez à connaître quelqu'un en allemand, c'est kennenlernen. Et ça donnait des mots très proches en danois, en norvégien et en suédois, donc kenne, si on ne prononce pas le D en danois. Enfin, pas dans ce mot-là en tout cas, dans beaucoup de mots. En norvégien, ça va donner kjenne et en suédois kjenne. Vous voyez que les langues sont très proches les unes des autres. Un autre exemple, c'est par exemple le mot femme, donc dont la racine
euh, du prato-indo-européen, PIE, c'est Gwens, Gouenes, ou que l'on retrouve par exemple dans le mot grec Guinée ou Guinée, qui a donné, par exemple, ben, qui veut dire femme, hein, qui a donné ben, gynécologue, gynécologie, gynécologique, hein. Un gynécologue, donc Guinée, gynéco, c'est la femme, et logos, le discours, donc c'est le spécialiste de tout ce qui est lié à la femme. Alors on le retrouve ce mot grec dans les langues via le latin, dans les langues latines et dans toutes les langues européennes, hein. Vous avez dans leur version allemande ou scandinave plutôt quelque chose comme gynécologue ou gynécologie, par exemple, hein, gynecologia ou par exemple gyno- euh, gynecologia en espagnol. On a par exemple dans la Grèce antique, on avait une pièce dans les maisons grecques spécialement pour les femmes, hein, parce qu'à l'époque, on avait une conception très traditionnelle de la répartition homme-femme au détriment des femmes. Donc, il y avait une pièce spécialement pour les femmes qui s'appelle le gynécée. Et le gynécée, vous voyez, ça vient du latin gynae- gynaecium et donc qui vient donc du grec gynaekion. Donc, guna, guné, la femme, et la racine kion, plutôt pour pièce. Donc, la pièce des femmes. On retrouve le gyné ou guné dans misogyne. Donc, c'est un adjectif qui décrit quelqu'un qui est misogyne, les femmes. Alors, côté germanique, alors on verra que je vous ai mis un autre mot dans les langues germaniques pour femme, c'est Weibo. Mais il y a par exemple un autre mot qui est dérivé donc de ce proto-indo-européen, c'est Queenies. Donc Queenies vient, donc c'est le proto-germanique, hein, c'est le mot le plus ancien de toutes les langues germaniques qu'on a trouvées, qu'on a reconstituées. Ça va donner en proto-ouest germanique. Donc, les langues ouest germaniques, comme on le verra, c'est par exemple l'anglais, le frison, donc la Frise, c'est au nord des Pays-Bas, euh, le néerlandais en lui-même, l'allemand, le suédois, le norvégien, le danois, l'islandais, etc. Donc, on va retrouver cette racine quani, par exemple, en vieil anglais, on va trouver quene, quene, à l'époque, enfin, jusqu'au grand changement des voyelles au XVe siècle, en Angleterre, le E se prononçait E, donc quene, qui veut dire femme ou reine. Enfin, ça va prendre le sens de reine. Donc, vous le voyez, en moyen anglais, Middle English, on va avoir soit quene, et ça va dériver déjà en queen, le mot actuel anglais pour reine. Donc, on pourrait dire, en tout cas du côté germanique, que étymologiquement, les femmes sont des reines, par exemple. En néerlandais, on a veen aussi, et donc dans la partie scandinave, hein, nordique, le mot norrois pour femme, c'est kvenna. On retrouve ve, hein, la racine que ve, et donc on retrouve, bah, comme j'ai appris les langues nordiques, scandinaves, on retrouve dans le suédois kvinna et dans le norvégien kvinne, ou le danois kvinne. Voilà. Alors, vous verrez, on verra dans les langues nord-germaniques, hein, le D entre parenthèses, c'est parce que il y a beaucoup de mots de danois qui s'écrivent avec un D, mais qui ne le prononcent pas.
et quand il le prononce, c'est un D assez guttural, donc c'est différent, mais je laisserai ça pour les langues nord-germaniques, les langues scandinaves ou nordiques. Autre mot, c'est l'eau, donc qui a plusieurs racines indo-européennes. Donc les mots les plus anciens, ça viendrait de water, woodros ou ekwe. Donc, qui a donné water et woodros. On reconnaît pour woodros, udor, hydro, hein, l'eau en grec, ou hydrologie, hydrologue, hydrologique, hydrique, etc. Hydrophobe, hydrophobie, quelqu'un qui a peur de l'eau, qui n'aime pas l'eau, etc. Et évidemment, je vous ai donné les exemples français, hein, mais on trouve ça chez nos voisins espagnols, italiens, etc. Voire dans toutes les langues européennes. Alors, côté italique, donc le proto-italique, c'est vraiment l'ancienne des langues italiques, italiennes, et qui se rapproche aussi des langues romanes. Donc on a aqua, et donc qui vient donc du proto-indo-européen ékoué, et donc on retrouve là les sonorités de du latin aqua avec QUA, qui a donné l'italien aqua avec un CQUA, pardon. Euh, D'où le mot français aussi aqueduc, hein, du latin aqua, eau, et ducere, euh, mener, conduire, hein, ça donnait par exemple euh, un dux, qui est duc, celui qui conduit quelque chose, notamment l'armée. Voilà. En occitan, la variante du vieux français Ewe, Egua, c'est Aigues, d'où la ville d'Aigues-Mortes, dans le sud de la France, qui veut dire littéralement les eaux mortes. Vous voyez qu'en français, en ancien français, on a un W, Ewe, Egua, qui a donné O avec en moyen français un E final avant que il ne soit abandonné pour donner notre mot O, qui, sur la planète Internet anglophone, amuse beaucoup les étrangers. Mot en 3 lettres dans une langue, O. Voilà. Proche de aqua latin ou italien, on a bien sûr agua en espagnol ou agua en portugais, hein. Il y a une proximité entre les deux langues ibériques, comme on le verra. Et, comme je vous l'ai dit, hein, dans les langues latines, on a le roumain, parce que roumain, euh, vous voyez que dans le mot anglais de la Roumanie, Romania, hein, Romanie, romain, hein, puisque c'était une colonie romaine. Enfin, l'Empire romain s'étendait du nord de l'Angleterre jusque en Turquie actuelle et en Afrique du Nord. Donc la Roumanie euh, a aussi cet héritage latin dans un monde cyrillique et slave. Alors côté germanique, justement, qu'est-ce que ça donne? Euh, on a le proto-germanique Wator qui a donné le proto-ouest germanique Watar, et donc on reconnaît bien sûr le mot eau dans beaucoup de langues germaniques, à commencer par l'anglais water. Alors attention, en anglais RP, donc, ou Queen's English, donc l'anglais d'Angleterre, si vous voulez, le standard English, l'anglais standard, on prononce water, water, hein. Si vous entendez autre chose, genre water, ça, avec un D en plus et un A, c'est plutôt côté
anglais des États-Unis et moi, je vous conseille, si vous apprenez l'anglais, apprenez le vrai anglais, entre guillemets, donc d'Angleterre. Parce que pour moi, l'anglais des États-Unis a plus le sens d'un dialecte ou euh, de l'argot anglais simplifié, hein, euh, autre chose. On verra dans les différentes formes d'anglais dans le cours ou dans les vidéos sur l'histoire de la langue anglaise. Les différences entre l'anglais britannique de base et l'anglo-américain ou l'anglais d'Australie, etc. Ils sont complètement différents. Alors, l'anglais, c'est souvent le processus, comme on le verra, d'autres langues comme l'allemand ou le néerlandais et des langues nordiques. Donc, euh, si on regarde la position aussi de l'Angleterre, elle est tout à l'ouest de l'Europe. Donc, euh, les langues euh, et les pays entre l'Allemagne ou la Scandinavie, ça fait aussi un voyage quelque part d'influence de ces langues-là. Donc, en néerlandais, on écrit aussi le mot eau, euh, water, et on prononce plus water, avec un espèce de d'accent typiquement néerlandais, euh, pour les mots en ER, en AR, water, par exemple. C'est assez marrant à prononcer. Et en vieux saxon, donc les Angles et les Saxons étant côte à côte, euh, au nord de l'Allemagne actuelle et au sud du Danemark actuel, eh bien on disait aussi water ou vatre. En vieil allemand, enfin en haut allemand, pardon, on a Wasser également. En gothique, donc c'est la langue parlée par les Goths qui venaient de l'île de Gotland au large de la Suède actuelle, donc, d'où la proximité aussi. On disait Watteau. En tout cas, je le prononce comme ça, hein. Je connais pas encore la langue gothique assez bien, mais j'imagine que c'est comme ça. Et donc, on arrive aux langues nord-germaniques que sont le norrois. En norrois, l'eau se dit vatn, également en islandais, hein, puisque l'islandais, on le verra. La langue islandaise, c'est la langue des sagas, des Eddas, euh, donc du XIIIe siècle. Si vous voulez avoir une langue la plus proche de celle que parlaient les Scandinaves médiévaux, par exemple les Vikings entre le 8e et le 11e siècle, eh bien, euh, l'islandais est la langue le plus proche. Si vous voulez avoir un aperçu sur les langues nordiques, déjà, n'hésitez pas à consulter les nombreux articles de comparaison linguistique donc sur mon blog, laplumedanthony.fr. Donc ça a donné le suédois vatn et en norvégien, alors ce qu'on appelle bokmål, c'est-à-dire langue du livre, euh, c'est-à-dire le norvégien standard influencé et par le suédois et par le danois, vu que la Norvège a été danoise de 1387 à 1814 et suédoise de 1814 à 1905, avant d'être enfin indépendante. Eh bien, les deux langues ont influencé le norvégien standard, mais vous verrez, on verra qu'il y a un néo-norvégien, un nynorsk norvégien, qui est ressuscité, hein, qui est plus proche des dialectes que parlaient les gens, une langue créée au XIXe siècle, au moment où la Norvège euh, cherche à redevenir la Norvège, tout simplement. Donc on dit van en norvégien standard, qui est proche de l'allemand, du danois, pardon, Ven, hein. Et en russe ou en polonais, on retrouve le mot voda, hein. C'est le mot qui a donné la boisson vodka, ça veut dire petite eau en langue slave.
Je pourrais vous citer aussi le lituano vanduo, qui est très proche également. Donc voilà. Alors pour finir cette vidéo, qui est déjà assez longue, merci d'être resté jusque-là, je vais finir sur les langues germaniques. Alors les langues germaniques, ce sont des langues généralement qui sont mal vues, qui sont dont on a des stéréotypes plutôt basés sur ce qu'on entend, l'apparence, les sons, c'est guttural, ça sonne pas bien, c'est pas sexy, etc. Plein de clichés parce que faute de bien les connaître, eh bien euh, on se contente de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend et on se fie trop sur les apparences. Alors moi, je trouve au contraire que ce sont des langues sous-cotées qui malheureusement euh, sont les victimes de beaucoup de trop de stéréotypes qui sont complètement faux. Et justement, c'est pour moi, c'est par manque d'information, c'est parce que on ne sait pas à quoi ça ressemble. On voit des combinaisons de lettres qui nous interpellent, des lettres bizarres, donc c'est pas pour nous. Aussi, vous avez déjà entendu le stéréotype, moi qui un peu m'irrite, par exemple pour les langues nordiques, c'est parler en Ikea, etc. J'espère faire changer aussi euh, là-dessus, faire changer le regard là-dessus. D'autant que chaque langue a sa musique. Moi, je suis en train, et avec son accord, je vous diffuserai euh, les chansons dans des vieilles langues, que ce soit le vieux saxon, le vieil anglais, le vieux norrois, des vieilles langues germaniques, par un youtubeur très talentueux qui mêle musique, langue et un personnage historique, mais dans sa langue de l'époque. Alfred le Grand de Wessex en vieil anglais, par exemple, Charlemagne en vieil allemand ou en vieux saxon, euh, sur Charles Martel, Karl den Hamar en vieux francique, ou encore euh, plein il a énormément de langues en, euh, en vieux noro. Alors si vous voulez déjà voir à quoi ça ressemble, il s'appelle The Skaldic Bard. Vous trouvez sa playlist sur ma chaîne de manière publique. J'aime beaucoup ce qu'il fait, lui et sa femme, et je suis en contact aussi pour des questions de droit d'auteur, pour vous faire écouter ces chansons et pour justement vous montrer un peu mon regard à moi sur ces langues-là. Alors justement, moi, ce qui m'a attiré vers les langues germaniques, notamment les langues scandinaves, après l'allemand, c'est justement leur originalité. C'est justement ces lettres qui vous fait peur, comme le E, le E à la suédoise ou le E au barré à la norvégienne ou à la danoise, ou le D barré qui se prononce, euh, ou cette lettre-là qui a donné le THE, qui vient originellement des pays nordiques et qui se trouve que en islandais et en anglais moderne. Donc c'est justement, c'est son différence, c'est vraiment cette différence et originalité, moi, qui m'a beaucoup plu. Donc pour moi, la séparation, si vous voulez, des pays latins, pays germaniques, elle est un peu artificielle parce que les langues, ce sont les langues germaniques, on verra avec l'anglais, ont pris des éléments latins et des langues latines et vice-versa. Donc, c'est plus
une conception, j'ai envie de dire, dans les mentalités, dans la tête, qu'une réalité linguistique, qui a un ancêtre, pardon, commun, en l'occurrence, le proto-indo-européen ou l'indo-européen. Surtout que, quand on prend les langues germaniques, le terme de Germanie, germain, germanique, ben finalement, c'est une dénomination qui nous vient des Romains, hein. Ces populations-là ne s'appelaient pas comme ça. C'était d'ailleurs des Celtes, euh, d'ailleurs comme les Celtes qui vivaient dans la France actuelle, que les Romains appelaient Gallia, Gallo, Gallus, qui a donné Gaulois, hein, mais c'est une dénomination encore extérieure, on appelle un exonyme, un nom de l'extérieur, donné par les Romains. Ce qu'on appelle les Gaulois, ça s'appelait certainement pas comme ça dans leur langue celte. Et en plus, si on veut aller plus loin, le mot celte vient du grec keltoi qui signifie étranger. Donc vous voyez que c'est un peu plus compliqué que ça. Les, c'est un peu pareil pour le mot grec, Grèce. Dans toutes les langues européennes, vous avez Greece, Grecia, Grecia, Griechenland, Grekland, Grekenland, etc. Là, ça vient du latin graecus. Si vous prenez le mot grec pour la Grèce, c'est Hellas, et d'où le mot des Hellènes. Ce qu'on appelle nous les Germains, ça avait plutôt des mots germaniques, Theudo, ou le saxon Tuda, qui signifie peuple, qu'on retrouve dans le vieil anglais Theod, par exemple, Fed. Euh, Ça a d'ailleurs donné quelqu'un qui vient du Tuda et un Tuidisk, ce qui est l'origine du mot allemand, dans les langues germaniques, entre guillemets. Tuidisk a donné Dudesche, Deutsche, par exemple, pour la partie, on va dire, allemande. Dans les langues scandinaves, on a le mot Tuidisk a donné Tysk. Tysk, ça veut dire allemand. Ein Tysker, un allemand, dans les langues scandinaves. Et Tyskland, le pays des Tusks, c'est-à-dire l'Allemagne, pays des Allemands. Ce mot Tuidisk ou Duidisk se retrouve dans l'évocation, hein, de la première forme de langue allemande, l'ancêtre de l'allemand actuel, on l'appelle la langue tudesque, dont le plus vieux document vient de ma région, hein, c'est le serment de Strasbourg en 842, entre les petits-fils euh, de Charlemagne ou les fils de Louis le Pieux en dispute les uns envers les autres. Et tudesque a donné tedesco en italien. Alors en italien, le pays c'est Germania, mais tout ce qui est lié à la langue allemande, enfin tout ce qui est lié à quelque chose d'allemand, finalement, c'est tedesco. Et donc il y a beaucoup d'emprunts de mots germaniques dans les langues latines et vice-versa. Par exemple, de la langue franque, euh, on a le mot guerre ou guerre en vieux français, en vieux normand. L'italien guerra vient de francique guerru. Le mot danse est aussi d'un mot francique. Idem pour blanc qui a donné blanco ou bianco. Ça vient du francique blanc qui veut dire clair. Or, le blanc est une couleur claire. Pareil pour le gris, ça vient du vieux bas francique, donc proche du néerlandais actuel. Gris, confère le néerlandais grijs ou le frison gris, hein, le frison, c'est une langue ou dialecte au-dessus, enfin du nord des Pays-Bas, hein, qu'on appelle la région de la Frise ou Friesland en néerlandais. Le mot trinquer vient évidemment
bah, c'est pour boire. Donc, ça vient de l'allemand trinken, du vieil allemand trinken. On a le mot garçon, par exemple, qui vient du vieux francique via le latin, vracchio, qui peut vouloir dire quelqu'un qui est en exil, qui est ostracisé aussi, qui est un espèce de erre ou de vagabond. Ça peut se traduire aussi par scélérat. On a de nombreux mots qui viennent du vieux normand via le norrois, comme skippa ou shippa, qui a donné ship en norvégien d'aujourd'hui, ou du coup en anglais. Et donc, euh, le mot skippa a donné esquiper et shipper, qui a donné équiper ou équipe. Vous avez de nombreux mots normands qui viennent euh, du norrois. Donc, les agrès ou gréer un navire, de Garaïda. Le haubans, ça vient de Ofud Benda. Ofud, c'est la tête. Et Benda, donc c'est binden, binda, bind en anglais, c'est lié. La carlingue, ça vient du norrois kerling, du vieux scandinave kerling. Scout a donné écoute. Notre mot guindé vient de Vinda. Le Havre, la ville du Havre et le mot Havre vient du norrois Affen avec un F en norrois, puis ça donnait le mot Haven. On retrouve aussi dans les langues nordiques ou allemand Affen, H-A-F-E-N, par exemple. Et je vous laisserai lire les autres en relisant la vidéo. On a le mot vareg, vagrec qui a donné varek, une espèce d'algue. Vague viendrait de vague ou vogue, qui désigne aujourd'hui en Norvège, par exemple, plutôt un petit port. Et vous avez d'ailleurs, à la fin des mots norvégiens, on a beaucoup d'éléments naturels comme vague, vague, écrit comme vous le voyez à l'écran. Krabi, crabe vient de krabi. Le marsouin vient de mar, qui veut dire mer, qui a donné aussi par le normand la mare. Et svin, le cochon. Flâner, flâna, marcher, regretter, du vieux norrois grata, grota, en suédois moderne, gråta, norvégien, c'est-à-dire pleurer. Parce que quand vous avez des regrets, vous regrettez quelque chose étymologiquement, donc ça veut dire que vous pleurez à nouveau. Le port de Dieppe vient du vieux normand et donc du norrois dupl, qui veut dire profond. On retrouve dans le vieil anglais deop, depth, l'anglais deep, le norvégien dup, le suédois djup et le danois dub. Voilà. Alors donc dans les langues proto-germaniques, euh, donc dans les langues germaniques, pardon, vous avez donc le proto-germanique comme vous le voyez à l'écran, et on va subdiviser ça donc dans trois catégories: ouest germanique, nord germanique et est germanique. Donc ouest germanique, germanique occidentale, c'est ce qui a donné, vous le voyez, un plus petit groupe anglo-frison, donc d'où est découlé l'anglais. C'est d'ailleurs, on va faire en fait un axe est-ouest. Je vais parcourir les langues germaniques, comme vous le voyez, de la gauche à la droite. Donc, à commencer par l'anglais, puis on parlera du néerlandais, de l'allemand, du frison. Je l'aborderai avec la langue néerlandaise et vous voyez que c'est très proche.
Ensuite, on a les langues nord-germaniques, qui comprend les langues scandinaves avec les langues scandinaves occidentales, telles que l'islandique, pas l'islandais, pardon, icelandic en anglais, le féroïen, Faroese, le norvégien, Norwegian, Norsk, et par exemple le scandinave oriental, donc là on retrouve le danois, Danish, ouais, Dansk en danois, et le suédois, donc svenska en suédois, ou Swedish en anglais. Là on terminera, comme je vous l'ai dit, par le gothique, donc qui fait partie de la branche des langues germaniques orientales, comme le burgonde ou le vandale, ce sont des langues peintes qui ont été parlées par ces peuples qui font partie de ce qu'on va appeler les invasions barbares au 5e siècle, et donc qui vont se mélanger. Les Burgondes, ça va donner la Bourgogne. Les Vandales vont s'installer autour de la Méditerranée. Et par exemple, les Goths, on va avoir surtout les Visigoths en Espagne avant 711 et en Aquitaine avant qu'ils soient chassés au 6e siècle par Clovis, un roi des Francs avoué. Donc voilà, on va faire vraiment, vous voyez, d'ouest en est. Commencer. Vous voyez que l'anglais, finalement, si on dézoome, ben, ça appartient à une sous-catégorie anglo-frison, elle-même sous-catégorie des langues ouest-germaniques, qui vient donc des langues germaniques. Donc, encore une fois, hein, ça montre à quel point une langue, par rapport à une famille de langues et toutes les familles de langues du monde, est petite à l'échelle de l'humanité, bien sûr. Pour nous, c'est notre langue nationale, hein, c'est très important. Mais si on prend une échelle plus large, évidemment, ça paraît, c'est juste, entre guillemets, une mention hein, dans un diagramme, vous voyez, tout en coin en bas. Alors, pour les langues germaniques, on l'a vu, l'ancêtre, c'est vraiment le proto-germanique, et donc PG, que je vais abréger PG. Donc le proto-germanique, c'est vraiment la langue la plus ancienne ou la plus ancienne forme des langues germaniques actuelles, donc leur ancêtre, entre guillemets. Donc, il a été parlé euh, au plus tard entre 200 et 500. Après, moi, je vous donne des dates qui peuvent varier. Hein. C'est pas quelque chose qui est encore fixe, euh, puisque, comme son nom l'indique, c'est reconstitué, c'est au niveau proto. On n'a pas une fiabilité de date aussi importante que l'allemand, enfin, le vieil allemand, le vieil anglais, le vieux suédois, pour les langues germaniques, le vieil espagnol, le vieux français, le vieil italien, etc. Donc c'est plutôt des repères, si vous voulez. Alors le proto-germanique, en fait, il se caractérise par des suffixes reconnaissables: as, is, us, o, anna, annan, surtout pour les verbes. Et donc, euh, vous aurez que des exemples. Si on fait l'arbre généalogique, on va toujours avoir un mot proto-germanique avec ce suffixe-là. Alors, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, l'entendre, il y a aussi une très bonne chaîne dont je mettrai le lien dans la description. C'est par exemple euh, I Love Languages, qui est fait par une personne qui s'appelle Handy.
hein, toutes ces vidéos commencent par Hi, my name is Andy, how are you? Elle décline, généralement, elle vous fait un panorama avec une carte, euh, la datation de à quelle époque on parlait ces langues et sur une carte où ça se situait, où elles étaient parlées. Généralement, vous avez le basique, du vocabulaire basique, les nombres, aussi, soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, soit le Notre Père. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne. Et donc, euh, elle a fait plein de vidéos sur des langues proto, le proto-indo-européen, le proto-indo-germanique. Et si vous voulez écouter quelque chose en proto-germanique et en latin, je vous renvoie à donc ce youtubeur anglais de Skaldic Bard qui a fait une vidéo, enfin une chanson en proto-germanique euh, sur la victoire des d'Arminius ou d'Hermann sur les troupes romaines à la fameuse bataille de Teutobourg en 9 après Jésus-Christ. Donc n'hésitez pas, hein, c'est accessible via ma chaîne YouTube dans mes playlists. The Skaldic Bar, simplement. Je peux pas vous la diffuser parce que j'ai pas eu son accord, donc je vais pas le faire par derrière. Donc voilà. Alors, entre le proto-germanique et les vieilles langues, le vieil anglais, le vieux suédois, le vieil allemand, le vieux allemand, le vieux néerlandais, ben on a un proto aussi, le proto-ouest germanique, pour les langues ouest germaniques. Donc, on va voir. Donc, par exemple, euh, si je reprends euh, le mot pour femme qui est devenu reine, Quenis, on avait Queni, Quena. Donc voilà. Alors maintenant, je vais finir, désolé, la vidéo est un peu longue, avec des exemples que j'ai moi-même reconstitués, en partie grâce aux chansons du Skaldic Bard aussi, euh, et avec d'autres outils sur Internet. Donc je vais vous donner 4 exemples. Swerd, enfin l'épée, les oiseaux, l'oiseau, la femme et les yeux, donc en langue germanique. Donc par exemple, le mot de base pour épée, c'est Swerdanis. Et Swerdanis, donc, va donner, par exemple, en vieil anglais, on va avoir Sveord, qui se prononce Sverd, et qui va donner tout simplement l'anglais d'aujourd'hui. Alors attention, on dit plutôt sword plutôt que sword, mais ça s'écrit encore avec un W hein, qui montre cette racine. En vieux saxon, on disait sverdo. On retrouve ça aussi côté nord germanique avec le norrois sverder et ça donnait le norvégien, le suédois et le danois qui sont bien souvent des mots proches. Sverd. Alors, vous pouvez avoir des variantes orthographiques. Sverd, c'est plutôt en norvégien, avec un E, avec un A tréma, ça va être en suédois, et en danois, vous avez plutôt avec un E ou un AE, un E, on prononce E collé. Voilà. En néerlandais, on retrouve cette racine, plus D, dans Swald, voilà. Et donc en haut allemand, pardon, en Hochdeutsch, on retrouve le mot Die Schwert.
Pour les oiseaux, c'est pareil. On part du proto-germanique Huglas, qui a donné le proto-ouest-germanique Hugol, qu'on retrouve par exemple en danois Ul, si on prononce Ful ou en norvégien Ful. En vieil anglais, c'est Fugol, qui est proche, vous voyez qu'on parlait des langues anglo-frison, donc en frison on disait Fugel. En suédois on a Fogel, qui est très proche donc de l'allemand Vogel, là, parce que le V se prononce Frau, on a F. Attention, en allemand et en néerlandais, vous voyez que on écrit pareil, V-O-G-E-L. Alors, à l'alsacienne, en Alsace, francisé, on peut prononcer Vogel, il y en a pas mal dans ma région, comme nom de famille, hein, donc ça veut dire oiseau tout simplement, ou à l'allemande Vogel, mais on a en néerlandais le G se prononce R, donc on dit Vogel. Et donc en moyen anglais, hein, Fugol a donné Vogel aussi, on retrouve cette racine G. Puis Powell, souvent on verra qu'en moyen anglais on passe du G au W, et donc ça nous a donné l'anglais fowl. Alors fowl, c'était le mot anglais qui désignait tout ce qui était volatile jusqu'au XVe siècle, avant qu'on le remplace par le mot actuel bird. Alors, pour finir, on va faire le parcours du mot germanique du mot wibo, donc femme, et augo, l'œil. Donc vous voyez que en proto-germanique, donc la racine c'est wibo, wibam, qu'on retrouve dans le proto-ouest germanique wib. En gothique, ça a donné wibo. Donc, vous voyez, hein, c'est très proche. Ce qui a donné l'allemand vibe. Alors c'est vrai que quand on ne connaît pas bien la langue allemande, on va se dire que eh bien, généralement, le mot qu'on attend plus pour femme, c'est Frau, mais Frau a plus le sens de dame ou de femme épouse, dans le sens d'époux. Voilà. L'équivalent de Earl, qui est seigneur, un peu comme Lord et Lady, par exemple, en Angleterre. Alors, dans mon dialecte, il me semble que c'est vive, avec V-I-W, parce que euh, ayant pu travailler sur la culture alsacienne dans le plus grand musée à ciel ouvert de France, hein, qui est l'écomusée d'Alsace, eh bien, on travaillait sur, notamment euh, dans la visite guidée de Noël, eh bien, on parlait des lutins, sauf qu'en Alsace, on n'avait pas trop de lutins, donc on parlait plus donc, des nains. Au sud de la région, dans une petite ville qui s'appelle Ferrette, on a la grotte des nains, la grotte aux nains. Et donc, du coup, eh bien, euh, dans la documentation pour préparer les visites aux visiteurs, eh bien, j'ai remarqué que les femmes nains, c'était les petites femmes de la terre, hard ou erd, la terre, vivaient là, hein, là, ou là, en alsacien, c'est, dans mon dialecte, c'est diminutif. Donc, les petites femmes de la terre. Donc, ça existe. Et vous voyez qu'en norrois, on disait aussi vif ou vive. Voilà. Euh, voilà. Donc, qui est donc un synonyme de kvenna, comme on l'a vu. En néerlandais, on a le mot wijf. Alors, le I s'écrit, ça se prononce plutôt entre ei et I. Donc, wijf, par exemple. Et ça donnait aussi, très proche, hein, le vieil anglais vif, qu'on retrouve dans le moyen anglais, soit avec un
I-F, soit avec un Y-F, et ça donnait bien sûr le mot wife. À noter que comme vous le voyez sur l'écran, le mot wife, dans le sens actuel d'épouse, euh, en vieil anglais ou en moyen anglais, à l'origine, signifiait juste femme, dans le sens biologique, contraire de l'homme. Là, et d'ailleurs, le mot woman est euh, une évolution du mot with, man. With pour femme et man pour homme. Donc voilà. Donc ça va comme fowl pour les oiseaux, hund pour tout ce qui est lié au canin, au chien, ça avait un sens plus général en fait. Aujourd'hui, ça veut dire man and wife, mari et femme, mari et épouse. Et enfin, et je vais terminer là-dessus, pour le mot œil en proto-germanique, c'est augo. On retrouve dans le proto-ouest germanique auga, et ça a donné, bien sûr, le norrois auga. Alors, en norrois, on le verra, AU s'est transformé petit à petit en O barré pour le norvégien et le danois, et en O tréma pour le suédois. Donc, c'est pour ça que en norvégien, vous pourrez dire auge dans certains dialectes, et en bokmål, donc on va dire le norvégien standard d'Oslo, œil, qui vient du danois œye, que vous voyez écrit avec un J en danois, avec un Y en norvégien. Et en suédois, on a öga au singulier, ögon au pluriel. En allemand, on a bien sûr auge, augen au pluriel. En gothique, on retrouve augo aussi. En néerlandais, on a o, parce que le G se prononce R. En vieux saxon, on disait oga. Et en anglais, en vieil anglais, on avait aussi cette racine avec un G, ege, qui a donné aige, puis l'anglais moderne. Alors, je vais conclure là-dessus. Euh, le monde au 5e siècle, ça sera le début de la prochaine vidéo, hein, pour vous présenter la langue anglaise et vous faire un panorama historique, voir comment l'Angleterre est devenue l'Angleterre et l'histoire de la langue anglaise par rapport à l'histoire de l'Angleterre, tout simplement. Euh, Sur ce, merci beaucoup pour ceux qui étaient jusqu'à la fin. Je vous remercie de votre attention. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en aimant la vidéo, en likant la vidéo, en mettant un commentaire. Euh, Tu peux t'abonner si le contenu te plaît, etc. Et si tu es déjà abonné, n'hésite pas à activer la cloche des notifications, hein, euh, où, où tu connais la routine de YouTube. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et un, euh, et un bon week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Aka Lingo Story.